6h06, merci d'être avec nous sur Radio J. Tout le monde en a parlé cette semaine. Comment y avoir échappé ? Il faut dire que c'est une parution très médiatisée, digne d'une super production hollywoodienne. Et oui, le premier tome des mémoires de Barack Obama, Une terre promise, est sorti hier dans 23 pays et notamment en France. D'ailleurs, l'ancien président américain a accordé une interview exclusive à François Bunel, qui a été diffusée hier soir sur France 2. Mais alors, que peut-on lire dans le premier tome de ces mémoires de Barack Obama qui font quand même 848 pages. Que dit-il notamment sur Israël et sur Benyamin Netanyahou, alors qu'on sait que Barack Obama n'a pas mené une politique vraiment pro-israélienne. Christophe Dard, vous êtes toujours avec moi ce matin en studio. Vous avez lu les bonnes feuilles du tome 1 d'Une terre promise, un livre entamé par Barack Obama à la fin de ses 8 années de présidence, à la fin de l'année 2016. Donc une rédaction qui s'est achevée il y a quelques semaines au mois d'août. Oui, dans les 100 premières pages, Barack Obama évoque son enfance, ses études, son arrivée à Chicago, sa rencontre avec Michelle, sa future épouse dans les années 80 et son entrée en politique au milieu des années 90. D'abord élu au Sénat, puis aussi une défaite en 2000 lorsqu'il brigue la Chambre des représentants. Barack Obama raconte ensuite son opposition à la guerre en Irak, son élection comme sénateur de l'Illinois en 2005. C'est d'ailleurs là qu'il a trouvé le slogan qu'il utilisera pour la présidentielle de 2008, « Yes, we can ». Alors il écrit, alors qu'il vient d'être élu au Sénat, je cite, « Le jour où j'ai prêté serment, un journaliste m'a demandé « Comment voyez-vous votre rôle dans l'histoire ?» J'avais éclaté de rire, je venais à peine de débarquer à Washington, j'occupais le 99e rang du Sénat en termes d'ancienneté, je n'avais pas encore eu l'occasion de participer au moindre vote et je ne savais même pas où se trouvaient les toilettes dans le Capitole. Ouais, on s'en souvient, c'est en février 2007 que Barack Obama annonce sa candidature pour l'élection présidentielle. Pas du tout favori pourtant dans la course aux primaires démocrates, il l'emporte et se retrouve face au républicain John McCain. Les États-Unis traversent alors à ce moment une grave crise financière. Oui, et il reconnaît qu'effectivement son inexpérience sur la scène internationale, parce qu'il faut rappeler, il le souligne, qu'il n'a jamais servi dans l'armée, qu'il n'a pas eu de fonction gouvernementale, aurait pu lui empêcher de l'emporter face à John McCain, ce fameux vétéran de guerre. D'ailleurs, il faut souligner les rapports cordiaux entre les deux hommes, entre John McCain et Barack Obama. On ne peut pas en dire autant d'un autre républicain dont on parlera tout à l'heure. Du coup, le futur vainqueur a passé 9 jours en tournée à l'époque à l'étranger pour se donner une stature internationale, en Afghanistan, en Irak bien sûr, où les troupes américaines sont alors engagées, et puis en Israël et dans les territoires. Il écrit j'ai rencontré séparément Ehud Olmert et Mahmoud Abbas. Je me suis efforcé de comprendre non seulement la logique, mais aussi les émotions à l'œuvre derrière un conflit ancestral et en apparence insoluble. Ouais, Barack Obama raconte qu'il s'est alors rendu à Sderot, dans le sud d'Israël, mais aussi bien sûr au mur occidental, le Kotel Maharavi. Il écrit « Dans la lumière grise de l'aube, entouré par mes hôtes israéliens, les conseillers, les agents du Secret Service et le vacarme des caméras, j'ai incliné la tête devant le mur, tandis qu'un rabbin barbu lisait un psaume appelant à la paix dans la ville sainte de Jérusalem. Comme le veut la coutume, j'ai posé une main sur la douce pierre calcaire, observé quelques instants de recueillement immobile et silencieux, puis j'ai plié un bout de papier sur lequel j'avais écrit une prière et je l'ai enfoncé dans une lézarde du mur. » Bon, c'est très beau en tout cas. Bon, la suite, Christophe, on la connaît. En novembre 2008, Barack Obama remporte l'élection et il entre pour la première fois dans le bureau ovale, bureau qu'il décrit comme un sanctuaire de démocratie baigné de lumière. Oui, même s'il n'a pas vraiment eu le temps de profiter du beau temps des premiers jours, parce qu'il raconte que ces premiers jours ont été, je cite, une tornade, et qu'après 9 jours, il a promulgué sa première loi, c'était sur l'égalité salariale, puis ensuite, il y avait eu ce fameux grand plan de relance pour doper une économie hors berne suite à la crise financière. Conscient qu'aucune critique ne lui serait épargnée dans ses 2 premières années de mandat et que le chômage flambe, que les indicateurs économiques sont toujours dans le rouge, il évacue, il raconte le stress par le sport, vous savez qu'il adore le basket, et il fume alors jusqu'à 10 cigarettes quotidiennes avant de décider d'arrêter. Il raconte aussi les difficultés à faire passer la réforme du système de santé, une loi contre le réchauffement climatique. Il admet, je cite, « Nous avons fait fausse route. Ces résultats pouvaient uniquement prouver que par manque de roublardise, de talent ou de chance, je n'avais pas réussi à rassembler le pays derrière ce que je savais être juste, comme l'avait fait Roosevelt en son temps. » Bon, et puis bien sûr, la politique étrangère prend une large place dans ses mémoires, Christophe. Tous les jours, il consulte un classeur en cuir sur la table du petit déjeuner
imprimé dans lequel se trouve la synthèse quotidienne du président. C'est 10-15 pages rédigées par la CIA, un récapitulatif des événements dans le monde avec une analyse. Alors, il y a des notes bien sûr précises sur l'Iran par exemple, et puis bien sûr sur l'Irak et l'Afghanistan, les deux terrains militaires sur lesquels sont engagés les États-Unis. C'est d'ailleurs l'un des temps forts de ce tome 1 d'une terre promise. À lire à la fin de l'ouvrage, il y a traque d'Oussama Ben Laden, tué en 2011 par l'armée américaine au Pakistan. On vit vraiment minute par minute, quasiment tout ce qui s'est passé, cette tension qui monte et puis cette décompression ensuite. Et d'ailleurs Barack Obama qui affirme très fier, pour une fois au cours de ma présidence, nous n'étions pas obligés de prouver le bien fondé de notre action. Il faut aussi rappeler que Barack Obama raconte également dans Une terre promise le rôle des États-Unis dans les révolutions du printemps arabe, la chute de Moubarak en Égypte, celle de Kadhafi en Libye. Mais évidemment, il oublie de rappeler que ces pays sont tombés dans un véritable chaos avec le retour des mouvements islamistes au pouvoir, comme les frères musulmans en Égypte. Bon, alors on parlait tout à l'heure, vous évoquiez son voyage en Israël. Venons-en justement aux relations avec Israël et avec les Juifs durant la présidence de Barack Obama. Dans ses mémoires, l'ancien président rappelle avoir accompagné notamment Elie Wiesel au camp de concentration de Buchenwald. C'était en juin 2009. L'écrivain et prix Nobel avait été déporté là-bas durant la Shoah. Tout à fait. Il écrit « J'étais convaincu qu'il existait un lien fondamental entre le vécu des Noirs et celui des Juifs, une histoire faite d'exil et de souffrance que pourrait réparer à terme une même soif de justice, une compassion plus profonde et une solidarité communautaire accrue. » D'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est à peu près en ces mêmes termes que Kamala Harris aussi a souvent parlé d'Israël et de son rapport aux Juifs ces derniers temps. Mais évidemment, que valent ces belles paroles, ces gestes symboliques, lorsque l'on se souvient aussi des relations très tendues entre Barack Obama et Israël, notamment dans son souhait d'une solution à deux États qui sera un échec et qu'il impute dans son ouvrage aux Israéliens. D'ailleurs, l'ex-président américain n'est pas tendre avec Benyamin Netanyahou. Bon, ça m'étonne à peine. Alors justement, c'est quand même assez intéressant. Que dit Barack Obama exactement du chef du gouvernement israélien qu'il a rencontré donc à plusieurs reprises, notamment en 2009 et en 2010? Oui, lorsque Benyamin Netanyahou était revenu aux affaires, eh bien, il le décrit, je cite, comme bâti comme un rugbyman avec une mâchoire carrée, des traits épais et une calvitie sur laquelle il rabattait des mèches de cheveux gris. Je sais pas ce qu'il a contre les chauves. Il est intelligent, habile, coriace et s'exprime avec aisance en hébreu et en anglais. Il ajoute aussi que Benyamin Netanyahou a, je cite, une hostilité décomplexée envers les Arabes, avec une image de force et de l'idée selon laquelle les Juifs ne pouvaient se satisfaire d'une foi tiède et devaient se montrer aussi durs que la région. Bon, en même temps, vu les ennemis qui entourent Israël et qui souhaitent sa destruction, c'est assez compréhensible venant de l'État d'Israël et venant de Benyamin Netanyahou. Barack Obama, vous le disiez, a donc rencontré de nombreux chefs d'État. Est-ce qu'il est justement aussi critique avec les autres dirigeants de la planète qu'il l'est avec Benyamin Netanyahou? C'est intéressant parce que c'est vrai que dans son ouvrage Une terre promise, il parle beaucoup, il fait beaucoup de portraits en fait de gens qu'il a rencontrés assez détaillés. Il aurait sans doute aussi pu faire une bonne carrière de dessinateur. Il apprécie par exemple Angela Merkel dont il décrit la sensibilité pragmatique et analytique. En revanche, alors là Nicolas Sarkozy, voici la description. Tout en emportement émotif et propos hyperboliques, il le décrit comme un personnage sorti d'un tableau de Toulouse-Lautrec, ses mains en mouvement perpétuel, sa poitrine bombée comme celle d'un coq nain, mais avec de l'audace, du charme, une énergie frénétique. Barack Obama admet avoir eu avec Nicolas Sarkozy des discussions tour à tour amusantes et exaspérantes. D'ailleurs, hier soir sur France 2, dans la fameuse interview par François Bunel, eh bien, il affirme qu'effectivement, Nicolas Sarkozy parlait constamment, donc il faut peut-être pas forcément, il parlait constamment, il aimait qu'on fasse attention à lui, mais il reconnaît que du coup, c'était assez complémentaire avec Angela Merkel, les deux partenaires européens que Barack Obama a beaucoup rencontrés à l'époque. Et puis, quant à Vladimir Poutine, eh bien là, Barack Obama, dans son ouvrage, dit « Il n'a rien de remarquable physiquement et une certaine désinvolture indiquant qu'il avait l'habitude d'être entouré de subordonnés et de solliciteurs. » Sans langue de bois, Barack Obama. Bon, alors très rapidement pour conclure, Christophe, même s'il n'évoque que son premier mandat dans son autobiographie Une terre promise, est-ce que Barack Obama parle de Donald Trump? Oui, alors il admet ne pas l'avoir bien connu au début, même de l'avoir pas du tout pris au sérieux, faut être clair, jusqu'à ce jour de 2011 où il a été très surpris du retentissement médiatique des propos de Donald Trump. Souvenez-vous, sur les origines de Barack Obama, le président américain se dit surpris du retentissement que cela a eu, alors que je le rappelle, à l'époque, Donald Trump, c'est ce milliardaire star de la télévision. La suite, on la connaît, Barack Obama la rappelle, le dîner des correspondants de la Maison-Blanche, c'était en 2011, le président américain revient sur la publication de son acte de naissance, il se moque devant toute l'assemblée de Donald Trump, qui, on le sent, le prend pas très bien. Dans Une terre promise, il reconnaît que son successeur à la Maison-Blanche était plus influent que jamais. Oui, la suite lui donnera raison, parce que vous savez, Ilana, on raconte souvent que c'est ce soir-là, paraît-il, que
Donald Trump, vexé, se serait dit voilà, voulu se venger. Voilà, je me serai candidat à la présidentielle et vous verrez ce qui se passera. Et je reviens à l'interview hier soir sur France 2 très rapidement de Barack Obama. Donald Trump, il affirme bien qu'il a parlé aux gens persuadés que leur Amérique n'existait plus. Voilà, et il dit qu'il pense que les médias de droite ont attisé tous ces ressentiments et ont encouragé les gens à penser que l'Amérique dont ils se souvenaient n'existait plus. La politique, ce n'est pas seulement une question matérielle. Merci Christophe Dard pour toutes ces informations. Il est 6h16.